merci beaucoup. Merci déjà aux organisateurs. Cette soirée a été organisée, vous le savez. S'il est de bon ton de rappeler chaque fois les noms de ceux qui l'ont fait, je pense à Georges, Yvette, puis je vais annuler d'autres, Gilda qui a présenté, c'est que c'est une action militante. Nous sommes là dans une soirée électorale, une soirée politique. Et pour ça, il faut un engagement, ça a été pointé. Donc je veux les saluer et derrière ça, dire que c'est le sel évidemment de toute activité politique. Puis merci à Marie, Marielle pour leur détermination, leur combativité. Les propos étaient assez denses, clairs. Et puis aussi à toi Muriel, avec lequel j'ai le plaisir, depuis 2022 particulièrement, d'essayer de tenir la tranchée à l'Assemblée nationale malgré toutes les difficultés. Bon les amis, on est là pour une réunion, vous l'avez compris, qui s'inscrit dans ce cycle politique qui nous amène jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire le vote aux élections européennes. Le pays va voter. Et il est important que ce soit déjà la réalité du corps électoral qui se déplace. 46 millions d'électeurs. Quand le corps est amputé, par le fait que peut-être plus de la moitié ne viendront pas voter, il y a un problème de fond que nous ne banalisons pas. Je le dis, ça a été dit, répété, on peut s'inscrire jusqu'au 3 mai. C'est pas secondaire. Il y a un problème d'inscription, des fois, et puis un problème aussi de mauvaise inscription. On est inscrit, mais le temps a fait que, notamment chez les jeunes, on ne vote plus sur la commune où on est. Donc ce travail doit être fait. Il doit être fait pour que le souverain qui s'exprime ne soit pas un souverain amputé, déformé, mais bel et bien représentatif de la volonté générale. Car nous savons aussi que souvent les comportements électoraux sont évidemment différents selon les milieux sociaux, sociologiques auxquels nos concitoyens appartiennent. Pour le faire vulgairement, plus on est pauvre, moins on vote. Je lisais Thomas Piketty il y a quelque temps qui nous racontait, j'ai été surpris, que longtemps ce fut l'inverse. Les milieux populaires votaient plus que la grande bourgeoisie ou les plus riches qui pensaient que finalement, ça n'était pas dans les élections que leurs avantages se jouaient. Eh bien, désormais, on a une inversion qui est à questionner. Donc, nous appelons à voter pour qui vous voulez finalement, mais exprimez-vous. Faites de cette affaire un enjeu. Il y a beaucoup, évidemment, de questions qui traversent cette élection, à savoir la nature de l'Union européenne. Je vais en dire deux mots, ça a été pointé. Le programme que nous portons, la volonté, clairement, de dire qu'il ne s'agit pas de savoir si nous ne sommes pas internationalistes. Vous l'êtes si vous êtes venus ce soir. Les Français, évidemment, savent depuis toujours qu'il faut des échanges avec nos voisins, des échanges commerciaux. Personne n'imagine ici que ce que nous souhaitons est un modèle économique, voire même anthropologique, où nous n'avons aucune relation avec les autres. Mais la critique que nous portons est celle de dire qu'il ne s'agit pas de débattre sommes-nous pour ou contre l'Europe, mais de discuter de cette Union européenne et de la manière dont elle a évolué, et de la manière dont elle s'organise, notamment dans toute série de traités, de règles. Comme souvent je vois des arguments, des traités de libre-échange, et on dit alors on va arrêter d'échanger. Non, on ne va pas arrêter d'échanger, mais les traités de libre-échange sont d'une nature particulière. Non pas qu'ils autorisent des échanges qui n'auraient jamais lieu avec d'autres pays, mais ils lèvent toute barrière douanière, toute tarification, toute une série de règles qui permettaient jusque-là, lorsqu'un produit était fabriqué dans des conditions écologiques, des conditions sociales, qui n'étaient pas satisfaisantes, eh bien nous disions, dans la mesure où chez nous, nous avons, notamment sous la pression d'une classe ouvrière, d'une population, des acquis sociaux, une certaine tarification de l'heure du travail, des règles écologiques, nous pensons que puisque vous ne fabriquez pas les produits dans les mêmes conditions, eh bien, nous fixons toute une série de bonnes, voire même nous interdisons. Bref, je rappelle là des banalités, mais que l'on sorte de cette discussion sur ce dont nous sommes en train de parler. Alors, il y a dans ce cadre-là, parmi les enjeux, bien sûr, la question du moment particulier sur la guerre. Les camarades qui sont exprimés avant moi l'ont dit. C'est une menace, j'imagine, pour les plus anciens, qui est assez sidérante. Imaginez que la guerre est revenue sur le sol européen quasiment. J'en dirai pas plus parce que je crois que les paroles fortes, notamment à l'occasion de la convention qui a été donnée par les uns et les autres, de nos principaux porte-paroles sont clairs. Nous sommes du côté du peuple ukrainien, cela va de soi, il y a un agresseur, il s'appelle Vladimir Poutine. Nous apportons une solidarité et une aide matérielle au peuple ukrainien, mais nous pensons que dans ces temps difficiles, il s'agit d'avoir une parole qui permet d'apporter une aide
au peuple ukrainien afin que son territoire ne soit pas dépecé par la puissance russe, et de ne pas rentrer non plus dans une mécanique qui amènerait à ce que l'ensemble de l'Europe, et en particulier la France, soit emporté dans une guerre. Ça nécessite donc, par moment, le président de la République nous a dit qu'il utilisait une ambiguïté, disait-il, de langage, que l'ambiguïté de langage et l'ambiguïté stratégique qu'il utilisait peut amener parfois à ce qu'il vaut mieux se taire plutôt que trop parler. C'est parfois plus efficace, à mon avis, et plus menaçant vis-à-vis de Poutine que de s'exprimer pour faire de la politique intérieure et amener à ce que finalement toute une série, je pense notamment à la chancellerie allemande, prenne la parole quasiment dans l'heure qui suit pour dire « nous, on ne fera pas la même chose que la France ». Ça ne sert à rien, et voire même ça renforce Vladimir Poutine en disant que finalement, M. Macron fait de la politique intérieure. Bon, vous connaissez notre message, la paix. Mais il y a une autre question qui vient percuter le moment dans lequel cette délibération collective qui est une élection se déroule, afin de modifier évidemment votre opinion. Hein, j'insiste, à l'heure actuelle, notamment dans ce que fait Emmanuel Macron sur la guerre, il fait de la politique intérieure. Il confond campagne électorale et campagne militaire, et ça n'est pas bien. De la même façon que dans les chances électorales dans lesquelles nous sommes, ils utilisent la menace et la pression de la dette pour faire peur et pour imprimer un certain type de politique. La dette, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez entendu, désormais, ce serait la grande menace. Toutes les matinales viennent vous dire « on a trop dépensé ces dernières années », un petit peu comme la cigale qui aurait un petit peu trop joué quelque temps, et on vient vous dire « il est temps désormais de redevenir sérieux ». Alors vous vous dites, vous, en plus on vous dit souvent « enfin, quand vous êtes endetté, vous voyez bien, il faut être raisonnable ». Vous regardez, vous dites « c'est vrai que moi, quand je vais voir mon banquier, si je m'endette trop, non, il me dit « on arrête ». Mais vous avez bien compris qu'en réalité, ce raisonnement est totalement faux. Premièrement, la dette, c'est quoi? La dette, disons-le clairement, elle a été creusée. Notamment par quoi? Par en particulier les politiques d'Emmanuel Macron, qui a fait tripler la dette. Qu'est-ce que c'est? Comment on est arrivé à une situation de dette? Parce que progressivement, il y a eu moins de recettes dans les caisses de l'État. Comment y a-t-il eu moins de recettes? Quand on vient vous dire régulièrement qu'on fait des CICE, des crédits d'impôt pour dynamiser, pour amener du ruissellement, de quoi il s'agit concrètement? C'est qu'il y a eu moins de recettes dans les caisses de l'État, parce qu'on a dit notamment à toute une série d'entreprises, sans que ce soit conditionné, par exemple socialement, sans que ce soit conditionné écologiquement, qu'ils paieraient moins de cotisations, moins d'impôts, parce que c'était censé dynamiser l'outil économique, et tout ça, au bout d'un moment, a des conséquences. Quand vous avez le taux d'imposition des entreprises qui est passé de 33% à 25%, sur ces 8% qui ont été perdus depuis la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est près déjà de 11 milliards de recettes en moins dans les caisses de l'État. 11 milliards, c'est exactement ce sur quoi on va nous matraquer actuellement sur Bruno Le Maire. On pourrait continuer de la sorte. Chaque année, vous le savez, sur la totalité des aides qui sont apportées aux entreprises, c'est près de 200 milliards. Notamment 20 milliards du crédit d'impôt. C'est des sommes conséquentes. Et cela a-t-il eu un effet, un impact économique significatif? Non. Et c'est au nom de ces politiques qui amènent à ce que nous avons cette structure dans l'accumulation de la richesse très particulière dans le capitalisme français, qui amène à ce que désormais nous sommes un pays record, où d'après 140 milliards de profits qui ont été réalisés et 70 qui sont reversés en dividendes aux actionnaires. Là, on a une structure. Vous avez bien compris que celui qui vous parle est plutôt anticapitaliste. Hein, et vous, sans doute, si vous venez partager cette soirée. Mais on pourrait même discuter d'une certaine, comment dirais-je, silhouette du capitalisme qui, à travers les siècles, n'a pas toujours été le même. Aujourd'hui, on a un modèle économique avec une situation d'accumulation de richesses, notamment par un capitalisme transfinancier, transnational, et avec des reversions de dividendes particulièrement importantes pour des actionnaires. Quand le gouvernement et M. Attal vient dire « je veux que le travail paye », oui, monsieur, on est plutôt d'accord. Mais par définition, vous ne manquez de respect à personne si vous avez des actions. Mais les dividendes, c'est celui qui les perçoit n'a pas travaillé. Là, c'est vraiment des rémunérations sur celui qui ne travaille pas. Donc c'est l'inverse. Donc on devrait pouvoir s'intéresser à cette situation. On a donné de l'argent public, notamment, moi je suis pour aider les TPE, PME, c'est pas le sujet. La petite entreprise du coin, ça a été pointé. Notamment, on doit avoir une réflexion stratégique sur quel secteur économique on veut aider. Et on peut considérer, y compris que l'aménagement du territoire passe par l'aide à des entreprises. Mais là, ce dont nous parlons, c'est toute une série de grands groupes qui, bien souvent, font des effets d'aubaine, tel que je viens de le pointer. Donc la dette, elle a été construite. La dette, c'est un objet politique qui a été construit justement pour créer une pression idéologique sur l'ensemble de nos concitoyens pour dire « fini la gabegie, vous êtes trop amusés maintenant, tour de vis ». Alors c'est ça le moment dans lequel l'élection se déroule.
Vous dites, on est loin des élections européennes. Non. Bruno Le Maire est arrivé il y a quelques jours, c'était il y a un mois maintenant, pour dire il est temps de faire 10 milliards d'économies, dans notamment l'État va donner l'exemple, 10 milliards d'économies pour l'année 2024, et il prévoit, vous vous rappelez Marie, 10 milliards supplémentaires pour l'année 2025, près de 20 milliards. Et là, il est assez clair, le Bruno. Il dit, nous faisons un seul choix, le rétablissement des finances publiques. Il doit nous ramener sous les 3% des déficits publics en 2027, pour l'équilibre même, il va aller en 2032. Réduire les dépenses de l'État, je le cite, à hauteur de 10 milliards est la première étape. C'est au nom de ces critères de 3% de déficit qu'il est en train de faire cela. Alors, les 3% de déficit, ça a été dit. Je disais, c'est un homme qui s'appelle Guy Abeille, qui était un conseiller à l'époque, dans les années 80-82. Ils ont décidé ça, dont c'était l'époque où le taux d'endettement de la France était à peu près autour de 3%. Et dans une situation où la dette commençait un peu, ils voulaient, dans la construction européenne, trouver un chiffre. Et ils ont choisi le chiffre qui était le taux d'endettement de la France à ce moment-là, 3%. Ça correspondait. Mais lui-même, par la suite, a dit, cette règle, je le cite, est dépourvue du moindre sens économique. Celui qui a inventé, qui a mis en place les critères de 3%, nous dit aujourd'hui que cette règle n'a aucun sens économique. 3, 4, 5, après tout, de quoi parlons-nous? Encore, je vais aller vite et je suis déjà trop long, mais c'est qu'un État, c'est pas un ménage. Il y a des politiques publiques d'investissement qui sont nécessaires par moment. Et l'État, il a aussi des actifs, beaucoup d'actifs. Le fait qu'il possède des bâtiments, ça ne peut pas être comparé avec un ménage. Donc son taux d'endettement ne peut pas être vu à l'échelle de la longueur d'une vie humaine. Un État, il est là pour 100 ans, 200 ans, il est là pour longtemps. Donc c'est absurde cette comparaison dans laquelle on vous met. Ces 3% n'ont aucun sens. Il y a un moment où s'il y a des transitions à faire, transition écologique, il faut investir dans certains secteurs. Parce que sur la durée, justement, ça rapportera. Donc ça ne fonctionne pas, vous comprenez, à hauteur, quand vous allez voir votre banquier qui vous dit, mais écoutez, monsieur Corbière, vous prenez un taux sur 20 ans, parce que dans 20 ans, vous aurez 70 piges, donc là, il y a la pression, parce que je vais mourir, mais l'État ne fonctionne pas comme ça. Sans compter même qu'il y a des moments d'inflation où il peut y avoir quasiment des dettes qui sont effacées par ce système mécanique. Donc ne vous laissez pas impressionner. Mais si je fais le lien, c'est qu'au nom de ces règles européennes et ces 3%, 10 milliards de moins. Et le sujet dont je suis venu vous parler, c'est que concrètement, pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est 692 millions de moins pour l'année prochaine. Alors là, il y a matière à venir vous déplacer aux prochaines élections. J'aurais pu faire le choix des politiques de santé, ils vont en prendre aussi, des politiques de culture, mais je veux qu'on parle l'école. Et si vous avez vos petits-enfants, vos enfants, à l'école, si vous êtes vous-même enseignant, vous ne pouvez pas laisser passer l'échéance du 9 juin en vous disant « ça parle Europe, je m'en fous », parce que ça va avoir des conséquences très concrètes. Muriel, tu viens de me rappeler, c'est quoi? 45 fermetures de classe prochainement pour le département. 692 millions d'euros, il y a un collectif qui s'appelle Nos Services Publics qui a fait le calcul de ce que ça représente, si je retrouve le chiffre, parce que je le trouve significatif déjà comme chiffres globaux, ça correspond à la fermeture de 436 écoles primaires, de 54 collèges. Et ça permettrait l'accompagnement de 14 000 gamins qui souffrent de handicap au sein de nos écoles. Ça, c'est concrètement la saignée que nous demande Bruno Le Maire. Si je suis venu vous voir aujourd'hui, ça m'a empêché, mais c'est pas grave, votre camarade y était, que j'accompagne une délégation de parlementaires qui était reçue par la ministre Belloubet en raison d'une mobilisation dans mon département de la Seine-Saint-Denis. Je vais vous en parler parce que ce département, qu'est-ce qu'il est, ce département de la Seine-Saint-Denis? Le département le plus jeune de France et le plus populaire. C'est là se concentre une jeunesse, alors certes brassée par les histoires de l'immigration française, c'est comme ça, mais aussi un lieu populaire, notamment où on travaille dur, et on a travaillé beaucoup au moment du Covid, où il fallait rester chez soi, mais ceux du 93, souvent, étaient ceux qui faisaient des tâches où ils ne restaient pas chez eux. Et bien dans ce département, il y a une mobilisation inédite. Je fais une parenthèse, vous savez, ce département dont on vous parle parfois, où paraît-il les gens seraient totalement islamisés, uniquement dans la recherche de construction de mosquées à tous les coins de rue, eh bien la mobilisation qui a lieu actuellement en Seine-Saint-Denis, vous savez sur quoi elle est? Pour l'école, et pour l'école publique. Et quand je parle d'une mobilisation, c'est dans tout le service public. Dans tout le service public, c'est une mobilisation de 1000, 1200 personnes, de gens qui défilent dans la rue, banderole avec enseignants. La Seine-Saint-Denis, elle ne veut pas plus de moyens, comme les crétins du Rassemblement national le disent chaque fois, elle veut juste la justice et l'égalité, les mêmes moyens que partout. Ça amène donc un plan d'urgence de 358 millions d'euros. Si je vous parle de ça, parce que quand la ministre l'autre jour a été interpellée à l'Assemblée nationale sur 692 millions, elle a dit, vous inquiétez pas, ça n'aura pas de conséquences, on avait des réserves. On découvre donc qu'on aurait des réserves du double du plan d'urgence que réclame le département de la Seine-Saint-Denis pour tout simplement avoir droit à 5000 postes
de personnel, notamment 2000 enseignants dans le premier degré, 2000 enseignants dans le second degré. De quoi on parle? On parle du fait que dans ce département, il y a un tel problème, lorsque notamment un professeur est absent et n'est pas remplacé. Les professeurs ne sont pas plus absents dans le public que partout ailleurs, ils ont même plutôt un taux d'absentéisme moins important que dans le privé, et moins important que dans l'école privée d'ailleurs. Eh bien, en raison, vous savez, moi je suis prof, j'étais PLP, lettres histoire, pour ceux qui connaissent, il y avait même des brigades de remplacement qui existaient à une époque. Un collègue est malade, une collègue tombe enceinte, que sais-je, eh bien assez rapidement on les remplaçait. Comme on a eu des politiques d'austérité par rapport à ça, mais quand un collègue est absent, il est moins remplacé. À tel point que des fédérations de parents d'élèves, et ça a toujours été reconnu juste, même par les ministres, considèrent qu'en Seine-Saint-Denis, sur la totalité de sa scolarité, un enfant perd près de 18 mois de cours sur la totalité de sa scolarité. En Seine-Saint-Denis, vous savez, le ministre est venu nous dire qu'il faisait du harcèlement scolaire sa priorité. T'as raison, pourquoi pas. Mais nous, en Seine-Saint-Denis, 40% d'établissements, ni médecin scolaire, ni assistante sociale, ni rien. Alors comment vous luttez contre le harcèlement et le suicide si quand un gamin est en crise, il n'y a aucun professionnel qui est là pour l'accompagner? Et je pourrais continuer comme ça. Le nombre d'AESH, vous savez, c'est un métier héroïque et indispensable à nos écoles, souvent féminin, avec des femmes qui sont payées aujourd'hui 600 à 700 euros par mois, ou 850 dans le meilleur des cas, avec quasi, dans beaucoup de cas, près de 30% qui ne peuvent pas avoir d'AESH dans nos écoles. Bref, je pourrais continuer la litanie. Il faut un plan d'urgence. Là, je parle pour la Seine-Saint-Denis, mais dans cette bataille qui va être utile à l'ensemble du pays. Pour dire, si vous touchez à l'école publique, en vérité, tel qu'ils sont en train de le faire, vous touchez à la République. Parce que la République, c'est pas ce mot abstrait qu'ils utilisent en se disant, il y aurait un arc, on serait dedans, dehors, j'en sais rien, il y aurait quelqu'un à l'entrée qui dirait, toi tu rentres, toi tu sors. La République, c'est l'école publique. Gratuite, laïque, obligatoire. Qui fait que nous pouvons avoir l'espoir et la conviction que, notamment, nos enfants, nous on est prêts à accepter des souffrances, mais que nos enfants pourront éventuellement avoir une qualification et avoir un métier intéressant dans la vie. C'est aussi le point dont je vais vite, l'enseignement professionnel. On m'avait dit de venir pour ça. Les amis, je sonne le tocsin, si je puis dire, parce que ça m'énerve, ce truc n'est pas dans le débat public. L'enseignement professionnel, c'est un gamin sur 3, 690 000 élèves. Un gamin sur 3. Ce sont les enfants des milieux populaires, les enfants de la classe ouvrière, qui sont aujourd'hui dans l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel est attaqué, agressé. L'enseignement professionnel, c'était sous Sarkozy, on est passé du bac professionnel à l'époque, c'était 4 ans le bac professionnel. Sous Sarkozy, ils ont supprimé une année, 3 ans. Après, sous Blanquer, ils ont supprimé 30% des enseignements fondamentaux dans l'enseignement professionnel. Et là, cette fois-ci, ils sont en train de supprimer encore près de 6 semaines de cours, notamment en mettant en place des stages en entreprise. Parce que vous savez, les gamins, c'est l'entreprise qui va les former. Et bien moi, je pense qu'il faut défendre l'idée totalement inverse. Premièrement, dans notre système d'éducation nationale en danger, l'enseignement professionnel n'est pas la variable d'ajustement de tous nos gamins en difficulté qui, lorsqu'ils ont des petits problèmes au collège, on leur dit « Toi, tu travailles pas bien, tu finiras dans l'enseignement professionnel. » Nous avons une autre vision de ce que doit être l'enseignement professionnel. Nous avons besoin, en raison de l'évolution des métiers, d'avoir des gens qui travaillent avec des hauts niveaux de qualification, avec des gens qui sont en capacité de maîtriser une langue étrangère, des gens qui ont des compétences et des connaissances de matière générale pour pouvoir comprendre le monde dans lequel ils agissent. Et accessoirement, pour faire des salariés qui seront aussi en capacité de se défendre face au patron, parce qu'ils ont une connaissance générale, sociologique, politique, et qui comprennent les enjeux, et pas seulement les gens qui sont attachés à la politique. Tout ça, ça s'apprenait dans les lycées professionnels, souvent avec des collègues issus du rang ancien ouvrier, devenus profs d'atelier, et qui transmettaient cette mémoire ouvrière à nos gamins. Ce qu'ils sont en train de dégrader l'enseignement professionnel, c'est non seulement pour faire des économies crasses, mais c'est aussi vouloir uniquement considérer un jeune sur 3 comme uniquement une main-d'œuvre peu formée, qui évidemment sera là, disponible pour des besoins immédiats, mais ne se permettra pas à un salarié de pouvoir agir dans toute sa vie en étant en capacité au moins d'être indépendant dans les rapports de production et les rapports d'exploitation auxquels il est confronté. Donc je sonne le tocsin, les amis. Si vous avez des lycées pro à côté de chez vous, alors la mobilisation elle est un peu passée, mais la réforme actuellement de l'enseignement professionnel est un scandale. Leur modèle est de généraliser, là aussi pour ceux qui ne connaissent pas, l'apprentissage. L'apprentissage, ça n'est pas la même chose que l'enseignement professionnel et la formation publique initiale. L'apprentissage, c'est souvent dans des centres d'apprentissage où là, le jeune est dans une période beaucoup plus longue au sein de l'entreprise avec des périodes beaucoup plus courtes de formation initiale. Par moments, c'est utile l'apprentissage, je ne veux pas jeter la pierre. Mais quand vous fermez des lycées professionnels, on en est à je ne sais plus trop combien de milliers de lycées professionnels qui ont été fermés ces derniers temps,
Lorsque vous fermez des lycées professionnels, mais que vous privilégiez l'apprentissage, c'est un autre type de formation, là aussi, que vous donnez à notre jeunesse. Donc cette bataille, et si nous arrivons en responsabilité, il faudra rétablir une qualité d'enseignement professionnel. Un enseignement professionnel qui, je le répète, vous savez, l'enseignement professionnel, c'est des bacs professionnels, c'est des bacs plus 2, c'est de l'enseignement universitaire aussi. Donc, je le dis en essayant d'aller vite, mais vous l'aurez compris, quand on a face à nous une échéance qui nous amène au 9 juin, pourquoi je veux aller voter? À quoi ça sert? Est-ce que mon quotidien est impacté? J'aurais pu développer le fait des prix de l'énergie que nous voulons bloquer ou beaucoup d'autres sujets. Mais ça commence par dire à M. Macron, car évidemment vous n'êtes pas des perdants de l'année, vous avez compris que le résultat des élections sera examiné. Que nous ne voulons pas qu'on nous supprime 10 milliards dans nos services publics. Nous n'acceptons pas qu'au nom de critères de 3%, on mette à mal notre école publique. Et que c'est tout l'inverse que nous voulons. Nous voulons un réinvestissement public. Nous sommes, pourquoi pas fermés, je le répète, à ce que par moment, tel ou tel outil de production soit aidé par les politiques publiques. Mais ces aides aveugles, ces milliards déversés sur des entreprises qui en profitent, notamment pour reverser des dividendes exorbitants à leurs actionnaires, c'est absurde, c'est du gaspillage. C'est ça l'enjeu de l'élection du 9 juin. Est-ce que nous pouvons faire entendre ce message suffisamment fort? Ça va dépendre de vous, de nous et d'une mobilisation générale. Dans ce moment particulier, évidemment, ça a été pointé par mes amis avant moi, on vous dit souvent, il y a Jordan. L'extrême droite serait là, exprimant, soi-disant, la souffrance populaire. D'une certaine manière, c'est pas nouveau dans l'histoire que l'extrême droite cherche à capter la représentation de la souffrance populaire. Mais je voudrais dire un mot puisque j'ai pris le fil conducteur de l'école. Si comme moi, vous êtes un farouche défenseur de l'école publique, si comme moi, vous pensez que la lente dégradation de l'école publique a été organisée, notamment en amenant la situation à ce que dans les années 80, nos professeurs, quand ils commençaient leur carrière, ils étaient payés 2,3 fois l'équivalent du SMIC et qu'aujourd'hui, ils sont peu chers autour de 1,2 fois le SMIC. Au passage, s'il y a des profs dans la salle, vous avez tous compris que la soi-disant revalorisation qui a été faite, les syndicats nous disent que pour 70% des enseignants, c'est seulement 90 € qui leur ont été accordés à la fin du mois. Donc avec l'inflation, vu la dégradation, ça a été dit tout à l'heure par l'un d'entre vous, général du métier d'enseignant, nous avons les enseignants les moins bien payés quasiment de l'OCDE. Incroyable. Si comme moi vous voulez le réinvestissement de l'école publique, la défense de l'école publique, il n'y a aucun intérêt, si je puis dire, à voter pour le Rassemblement national. Le programme du Rassemblement national sur l'école, allez le voir. Allez le voir. Comme toujours, il joue sur le fait que l'école publique, nous dit-il, s'est dégradée. Au début, tu te dis, tiens, oui. En raison de quoi? En raison notamment de l'immigration trop importante qui est accueillie dans nos écoles, de politiques qui sont menées notamment dans ce qu'on appelle les REP, les dispositifs particuliers qu'eux veulent supprimer. Quelles sont les réponses qu'il faut y apporter? Ils disent qu'il faut restaurer l'autorité au sein de l'école. Alors moi, je veux bien l'autorité de la qualité de l'enseignement, élève puis professeur, je suis pour que l'élève écoute le professeur. Mais l'autorité dont il parle, c'est pas l'autorité qui fait que quand le prof va être absent, il va être remplacé. C'est pas l'autorité qui fait que le professeur va être mieux rémunéré. C'est pas l'autorité qui fait que durant son métier, le professeur va avoir une qualification plus importante. L'autorité, ça se passe autour de quoi? Vidéoprotection au sein des établissements scolaires. Je ne présente pas, c'est dans le programme du Rassemblement national. Vidéoprotection, restauration de l'uniforme à l'école et diplôme à la fin de troisième de sélection, notamment à travers le brevet, que si vous n'obtenez pas votre brevet des collèges, eh bien vous ne pourrez pas accéder au lycée. Alors non seulement ça ne me semble pas, chers amis, je m'excuse si je vais vite, ça ne me semble pas être une réponse à l'école, mais j'attire votre attention sur une chose, c'est que l'uniforme à l'école et le diplôme qui empêche de pouvoir accéder au lycée à la fin du collège, c'est ce que le gouvernement actuel est en train de faire. Et là, il y a un sujet. Est-ce que cette élection européenne sera l'occasion d'en parler? Il y a quand même un sujet qui fait que, dans ce pays, il y en a quelques-uns, et j'ai des noms comme dirait l'autre, qui, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sont quand même allés voter pour M. Macron parce qu'il voulait faire barrage à Mme Le Pen. Il y a même eu le président de la République qui a dit, une fois qu'il a su qu'il était élu, ce vote m'oblige, et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas voté pour moi, et ont voté pour faire barrage à l'extrême droite. En effet. Eh bien, quand aujourd'hui, vous avez une politique d'austérité qui va continuer sur l'école, et que le seul discours quasiment du gouvernement est d'expliquer que parmi les mesures qu'il veut mettre en place, c'est la restauration, ou du moins la restauration, le mot aussi
il n'y a pas de restauration parce qu'il n'y a jamais eu d'uniforme à l'école. Mais c'est la mise en place et l'expérimentation de l'uniforme à l'école. Et deuxièmement, c'est la possibilité d'expérimentation, ça va venir. Il n'y a pas d'arrêté qui est sorti. Mais d'un brevet des collèges qui, s'il n'est pas obtenu par les élèves, empêchera d'accéder au lycée. Moi, je retrouve exactement, quasiment, des choses qui sont dans le programme du Rassemblement national. Donc, si vous voulez sortir des politiques de Macron, ne votez pas pour la même chose sur ce terrain-là, en matière éducative, en tant pour l'extrême droite. Il va de soi qu'on me comprenne bien. Je ne mets pas un signe égal entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Je ne mets pas un signe égal entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. C'est pas mon sujet. Et j'observe que sous la pression de l'extrême droite, cette équipe macroniste pense qu'ils vont piquer des électeurs à Marine Le Pen, quelquefois en parlant qu'eux-mêmes et en reprenant quelques éléments de son discours idéologique. Toute l'histoire du XXe siècle nous apprend que ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'on ne lutte pas contre l'extrême droite en reprenant ces mesures. Parce que quand vous passez sur ce plan-là, c'est un plan incliné, vous dévalez jusqu'au bout. Alors ce sera un peu ma conclusion à ce stade. L'élection du 9 juin, il y a bien sûr le message politique que vous voulez envoyer. Est-ce que vous dites non à l'austérité? Est-ce que vous dites je veux une école publique qui ne subisse pas une saignée de près de 10 milliards? Je veux une liste et des candidats qui vont dire clairement que nous souhaitons désobéir aux traités, car cette règle absurde des 3% de déficit et les malheurs qu'elle produit, nous voulons dire non, et c'est sur cette ligne-là, tel que le porte-main et tous les candidats, que nous voulons envoyer un message. Et il faut aussi envoyer le message de la force contre l'extrême droite. Moi, c'est l'angoisse actuellement du moment personnel dans lequel je suis, moi qui suis aussi un militant avec certaines années, que la possibilité de la victoire de l'extrême droite est sur la table, si je peux dire, pour 2027. Donc ça doit nous amener aussi à ce que ce qui sortira des urnes aura un caractère plus ou moins dynamique. Pour le dire clairement, j'aurais souhaité que l'ensemble des composantes de la NUPES se retrouvent sur une liste commune à l'occasion de ces élections européennes, afin qu'il soit visible et compréhensible pour ceux qui suivent le débat un petit peu de loin, que dans ce pays, il n'y a pas l'extrême droite qui cavale devant et nous loin derrière. Pour ouvrir la possibilité dans la tête des nôtres, qui parfois doutent, sont sous la pression du débat médiatique, que oui, nous pouvons gagner en 2027. Donc il y a un enjeu à ce que notre liste fasse un score significatif. Et il y a un enjeu à ce que, de tout ça, sortent les conditions que le débat sur l'unité ne s'arrête pas uniquement aux élections européennes, mais ait un caractère fertile, vertueux, compréhensible, cohérent, entraînant aussi pour les chances qui suivent dans l'élection présidentielle, pour le dire clairement. Donc, si vous aimez ce pays, et si vous êtes venu ce soir, c'est que vous aimez ce pays parce que vous vous intéressez à la politique, et par définition la politique, c'est comment on organise la société. Si vous l'aimez comme moi, dans sa conception républicaine, c'est-à-dire d'un pays, c'est pas la France, bien sûr j'aime la France, mais moi j'aime la France républicaine, j'aime la France de l'égalité des droits, j'aime ce pays qui souvent, si particulier et volcanique par des mobilisations sociales, a montré l'exemple, a servi un petit peu d'étendard dans d'autres pays. Elle est en danger, cette France. Si vous êtes venu ce soir, il faudra aussi sans doute revenir plus d'une fois d'ici 2027. C'est un moment d'histoire avec un âge particulier qui est en train de s'écrire. Nous avons, là encore, si j'ai volontairement un peu dramatisé les choses, la possibilité, je le crois, d'inverser la tendance dans laquelle nous sommes. Parce que je continue à penser, au vu de ce qui se passe, de la mobilisation sur les retraites, de la capacité du mouvement ouvrier encore à réunir des gens, de la capacité de révolte qui existe, qui prend parfois même des formes confuses, même à l'occasion de la mobilisation des agriculteurs. Il y avait des contradictions. À titre personnel, je suis parfois atterré de voir que c'est la FNSEA qui est le porte-parole de ces paysans, mais ces gens qui sont venus sur leur tracteur pour dire qu'ils travaillent difficilement, qu'ils ne sont pas payés, ils ont montré quand même une réalité qui taperait la tête des gens, mais comment se fait-il que ces gens qui travaillent si durement ne sont pas payés alors que lorsque je paye au supermarché, le produit, il semble quand même souvent difficilement accessible. C'est des leçons d'anticapitalisme un peu qui ont été faites pour beaucoup de gens loin de ce système-là. Tout ça, ça nous est utile. La victoire est possible. Ça commence le 9 juin par donner de la force à notre liste. Et par la suite, à se retrouver ensemble pour notre combat. Je vous remercie.